Tu sais, cette voix qui chuchote au creux de ton être, dans ces moments de silence où tu oses à peine regarder tes propres réussites en face, cette petite voix qui murmure que tu n'es pas à ta place, que tu as trompé tout le monde, que tôt ou tard, ils vont tous le découvrir. Elle est là, n'est-ce pas? Parfois à peine audible, un simple frisson dans ton dos quand on te fait un compliment. Parfois, un vacarme assourdissant qui t'empêche de dormir la veille d'une présentation importante. Je la connais, cette voix. Elle s'invite chez chacun de nous, à des degrés divers. Elle se nourrit de nos doutes les plus intimes, de nos comparaisons, de cette peur si humaine de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, je veux te proposer quelque chose de radicalement différent. Je veux que nous regardions cette sensation non pas comme une faiblesse à éradiquer, mais comme une énergie brute, une information précieuse sur le paysage de ton propre pouvoir. Parce qu'il est là, ton pouvoir. Il est enfoui sous des couches de conditionnement, de politesse sociale, et de ce que nous pourrions appeler, avec une certaine tendresse, des tactiques d'autoprotection, qui finissent par nous étouffer. Alors, installe-toi confortablement. Prends une grande respiration. Et si tu le veux bien, restons ensemble pendant ces prochaines minutes. Parce que le voyage que je te propose n'est pas un rapide conseil en 5 points. C'est une plongée lente et profonde dans les mécanismes de la perception, du contrôle et, finalement, de la libération de ta propre autorité. Si ce dialogue résonne en toi, s'il touche quelque chose de vrai, alors je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Parce que nous allons déplier cela avec soin, sans précipitation. Et si ce que tu entendras te parle, partage-le à quelqu'un pour qui cela pourrait aussi faire une différence. Laisse un commentaire pour me dire où tu en es, dans ton propre parcours. Nous formons une communauté de réflexion ici. Alors, allons-y. Prenons ce sentiment d'imposture, et retournons-le délicatement, comme on retourne une pierre pour en observer la face cachée. Tu vas voir, ce qui vit en dessous est bien plus intéressant que ce que tu crois. Imagine-toi dans une salle de réunion. Les visages autour de la table sont ceux de collègues, de supérieurs, peut-être même de clients importants. Tu vas prendre la parole. Et là, c'est comme si une main glacée se refermait sur ton estomac. Le scénario catastrophe se déroule dans ta tête, tu vas bredouiller, tes idées vont sembler creuses, quelqu'un va poser la question à laquelle tu ne sauras pas répondre, et le masque va tomber. Ils verront enfin que tu n'es pas le génie qu'ils croient, mais simplement quelqu'un qui a eu de la chance, qui a su bien se vendre, ou pire, qui les a dupés. Ce scénario, il est terriblement réel. Pourtant, je te pose cette question, qui, dans cette pièce, est vraiment en train de jouer un rôle? Toi, avec ta peur d'être découvert? Ou les autres, avec leur masque de confiance et de certitude? Un homme, il y a plusieurs siècles, a observé ce théâtre humain avec une lucidité qui peut nous sembler brutale, mais qui est d'une clarté salvatrice. Niccolò Machiavel ne parlait pas du syndrome de l'imposteur dans les open spaces du XXIe siècle bien sûr. Mais il parlait des apparences, de la perception, et de ce fossé parfois immense entre ce que l'on est et ce que l'on paraît être. Il observait que, pour un prince homme et nous pouvons lire, pour une personne qui souhaite avoir de l'impact, ce qui importe n'est pas toujours la vertu la plus pure, mais la capacité à faire croire à cette vertu. Maintenant, avant de bondir, réfléchissons un instant. Ce n'est pas un appel à la tromperie malveillante. C'est une observation fondamentale sur la nature de notre réalité sociale. Nous vivons dans un monde d'interprétation. Ton patron n'interprète pas seulement ton travail, il interprète ton assurance, ton ton de voix, la façon dont tu occupes l'espace. Tes amis interprètent tes silences, tes sourires, tes refus. Nous sommes constamment en train de lire et d'être lus. Le syndrome de l'imposteur, dans cette perspective, c'est peut-être le sentiment douloureux d'être mal lu. De craindre que la lecture que les autres font de nous ne soit trop flatteuse, et qu'en tournant la page, ils découvrent un texte bien moins glorieux. Mais si nous arrêtions de vouloir contrôler le texte lui-même, et que nous commencions à influencer la lecture? Je ne parle pas de manipulation au sens vil du terme. Je parle de conscience. De lucidité. De comprendre que la pièce qui se joue dans ta tête, cette pièce où tu es à la fois l'accusé et le juge, n'est qu'une des nombreuses représentations possibles. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous le rappelaient déjà, nous ne contrôlons pas les événements, mais nous contrôlons notre jugement sur ces événements. Ta peur d'être un imposteur est un jugement. Un jugement sévère que tu portes sur toi-même. Et comme tout jugement, il peut être examiné, questionné, et parfois, reconfiguré. Machiavel, d'une façon plus terrestre,
aurait ajouté, il ne s'agit pas seulement de changer ton jugement intérieur, mais de comprendre comment ce jugement intérieur influence l'image que tu projettes, et donc, le pouvoir que tu as réellement sur ton environnement. La peur est un outil. Elle peut être un outil pour te paralyser, ou un outil pour t'avertir. La question est, qui tient l'outil? Est-ce la peur qui te tient, ou est-ce toi qui tiens la peur, en reconnaissant sa présence sans lui donner les commandes? Prenons un exemple tout simple, de la vie de tous les jours. Tu dois envoyer un email important, pour proposer une idée, demander une augmentation, ou simplement fixer une limite. Tu écris, tu réécris, tu effaces tout, tu recommences. Tu passes 30 minutes sur 3 lignes. Finalement, tu l'envoies, et immédiatement, la sueur froide. Tu as oublié une virgule. Tu as peut-être été trop direct. Ou pas assez ferme. Ils vont penser que tu es stupide, ou arrogant, ou faible. Cette spirale, tu la connais. Maintenant, imagine un instant que tu observes cette scène non pas comme le protagoniste angoissé, mais comme un stratège calme. Que vois-tu? Tu vois une personne qui accorde un pouvoir immense à l'interprétation que d'autres vont faire d'un simple email. Un pouvoir si immense qu'il en devient paralysant. Le prince machiavélique, dans sa version la plus pragmatique, comprend une chose essentielle, il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Là encore, ne prenons pas cela au pied de la lettre dans nos vies relationnelles où nous ne voulons pas régner par la terreur sur nos collègues ou notre famille. Mais transposons le principe. Être craint, ici, peut se lire comme inspirer le respect, ne pas être pris à la légère, être perçu comme une force avec laquelle il faut compter. Être aimé peut se lire comme la quête constante de validation, d'approbation, de compliments. Le syndrome de l'imposteur est souvent l'enfant de cette quête désespérée d'être aimé, approuvé, validé à 100%. Parce que si tu fondes ton estime de toi sur le feedback extérieur, tu es à la merci du moindre regard, du moindre silence, du moindre email qui reste sans réponse. La tactique, alors, n'est pas de devenir froid et distant. Elle est de déplacer ton centre de gravité. De passer d'une dépendance à l'amour, l'approbation, à un ancrage dans le respect, de tes propres limites, de ta valeur intrinsèque, de ton expertise. Comment font les gens qui inspirent le respect, même s'ils ne sont pas forcément les plus populaires? Ils ont compris que l'opinion des autres est une monnaie d'échange volatile. Ils y prêtent attention, bien sûr, mais ils n'y investissent pas tout leur capital émotionnel. Et cela nous amène à un point crucial, la maîtrise de soi. Pas la maîtrise de soi comme une répression froide, mais comme une gestion intelligente de tes propres ressources émotionnelles. Machiavel parle longuement de la fortuna, la chance, le destin, cette force capricieuse qui semble décider de tant de choses. Et il dit que pour lui résister, il faut faire preuve de vertu. Ce mot ne signifie pas vertu au sens moral, mais plutôt une combinaison de courage, de compétence, de force de caractère et d'action résolue. La vertu, c'est la capacité à agir avec puissance dans un monde incertain. Le syndrome de l'imposteur, c'est l'exact inverse, c'est le sentiment que ta vertu est un leurre, que tu n'as pas vraiment cette capacité, et que c'est la fortuna un coup de chance, un concours de circonstances qui t'a amené là où tu es. Alors, comment cultiver sa vertu? Comment se convaincre, non par des affirmations positives creuses, mais par l'évidence de l'action, que tu as du pouvoir sur ta vie? Il faut commencer par de petites choses. Par des micro-dominions. Tu prends un domaine minuscule de ton existence, quelque chose que tu peux entièrement contrôler. Cela peut être l'organisation de ton espace de travail, une routine matinale de 10 minutes, l'engagement de finir un livre que tu as commencé, ou même simplement la façon dont tu te tiens quand tu es seul. Et tu en assumes le contrôle total. Tu en deviens le prince absolu, avec une vertu implacable. Tu le fais, jour après jour, sans faillir. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très concret, tu crées une preuve. Une preuve tangible, dans ton système nerveux, que tu es capable de décider, d'agir, et de mener un projet à son terme. Cette preuve, elle ne réside pas dans l'opinion d'un autre. Elle réside dans la réalité de l'action accomplie. Chaque fois que la voix de l'imposteur murmure, tu peux pointer du doigt ce petit royaume que tu gouvernes avec excellence. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la politique intérieure. Tu construis des faits, et les faits sont des arguments bien plus solides que les sentiments. Nous vivons à une époque où l'image est reine. Les réseaux sociaux ne sont que l'amplification extrême d'un phénomène vieux comme le monde, la curation de soi. Nous choisissons soigneusement ce que nous montrons, nous l'éditons, nous le filtrons.
Et bizarrement, cette pratique permanente ne nous immunise pas contre le syndrome de l'imposteur, elle l'aggrave. Parce que nous sommes devenus les spectateurs angoissés de notre propre spectacle. Nous voyons les versions éditées des autres, et nous comparons nos coulisses désordonnées à leurs highlights. Machiavel, dans son réalisme, ne te dirait pas d'arrêter de soigner ton image. Il te dirait de le faire avec une intention claire et une pleine conscience. Sois l'architecte de ta propre apparence, au lieu d'en être la victime honteuse. Cela signifie, décide consciemment de ce que tu veux communiquer. Ton calme pendant une crise n'a pas besoin d'être le reflet d'un calme intérieur parfait, qui n'existe pas. Il peut être un choix stratégique pour rassurer ton équipe. Ta prise de parole assurée dans une réunion n'a pas besoin de provenir d'une certitude absolue. Elle peut être le résultat d'une décision, je vais incarner l'assurance pour que mon message soit entendu. Au fond, c'est cela, le vrai pouvoir, la capacité à choisir ton comportement, plutôt que de le subir comme une réaction à tes peurs. Le philosophe français Michel Foucault parlait de cela, de la manière dont le pouvoir n'est pas seulement une force qui nous opprime de l'extérieur, mais aussi quelque chose que l'on exerce sur soi-même, une gouvernementalité de soi. Tu peux gouverner tes réactions. Tu peux gouverner tes paroles. Tu peux gouverner le personnage que tu décides d'incarner dans le monde. Et quand tu fais cela en pleine conscience, le sentiment d'imposture se dissout, car il n'y a plus d'imposteur. Il y a un acteur conscient, qui joue son rôle avec sérieux et intégrité, tout en sachant, dans les coulisses de son esprit, que c'est un rôle. Mais un rôle nécessaire pour naviguer dans le théâtre du monde. Parfois, la peur de l'imposteur est liée à un sentiment de ne pas mériter sa place. Tu penses que tu es là par hasard. Revenons à cette idée de Fortuna. Machiavel ne méprise pas la chance. Il la reconnaît comme un facteur énorme. Mais il dit que ceux qui s'en remettent entièrement à elle sont perdus. La vertu, justement, c'est la capacité à construire des digues quand le temps est calme, pour résister aux tempêtes que la Fortuna enverra inévitablement. Alors, pose-toi cette question, même si un coup de chance t'a placé sur un certain chemin, qu'as-tu fait ensuite? As-tu travaillé? As-tu appris? As-tu surmonté des obstacles? As-tu aidé des collègues? As-tu livré des projets? Ces actions-là, ce ne sont pas de la chance. Ce sont des preuves de ta vertu. Ton mérite ne réside pas dans l'origine de ton opportunité, mais dans ce que tu en as fait. Un autre penseur, plus contemporain, le psychologue Albert Bandura, parlait du sentiment d'auto-efficacité. C'est la croyance en sa capacité à organiser et exécuter les actions nécessaires pour atteindre un but. Ce sentiment ne naît pas de la réussite facile, mais de la réussite face à la difficulté. Chaque fois que tu as douté mais que tu as agi malgré tout, tu as renforcé ton sentiment d'auto-efficacité. Tu as ajouté une brique à la digue de ta vertu. Alors, au lieu de nier la part de chance, intègre-la. Oui, peut-être as-tu eu de la chance. Et alors? Regarde ce que tu as bâti avec. C'est cela, ta véritable signature. Il y a aussi cette autre dimension, plus sombre peut-être, mais qu'il faut aborder avec franchise, le regard des autres. Nous avons peur qu'ils découvrent notre prétendue imposture. Mais posons-nous cette question, dans quelle mesure sommes-nous le centre de leur attention? Vraiment. Les gens sont absorbés par leurs propres combats, leurs propres doutes, leurs propres théâtres intimes. La lueur de jugement que tu crains dans leurs yeux est bien souvent le reflet de ta propre lueur de jugement tournée contre toi-même. C'est un principe que l'on retrouve dans de nombreuses traditions, de la psychanalyse à la spiritualité bouddhiste, nous projetons sur le monde notre paysage intérieur. Si tu es en guerre avec toi-même, tu verras des juges partout. Si tu fais la paix avec tes propres imperfections, tu verras bien plus de bienveillance, ou tout simplement d'indifférence saine, autour de toi. Ici, la tactique machiavélique consiste à désamorcer une menace en comprenant sa vraie nature. La menace n'est pas « les autres vont me juger ». La menace est « je me juge si sévèrement que je suppose que les autres font de même ». La contre-mesure n'est donc pas de chercher à contrôler les autres, mais de reprendre le contrôle du tribunal intérieur. Et parfois, cela passe par une forme de courage tranquille, oser montrer une faille, une incertitude, de manière choisie. Parce que celui qui peut montrer une faille sans s'effondrer, celui-là démontre une force véritable. Il désarme la critique par avance. Il transforme le supposé point faible en preuve de son authenticité et de sa résilience. C'est un paradoxe, mais c'est puissant, en lâchant le contrôle sur l'image du perfectionniste, tu acquiers un contrôle bien plus grand, celui de ta crédibilité humaine. Et puis, il y a le temps.
Le syndrome de l'imposteur est souvent ancré dans l'instant présent. Il te dit, en ce moment même, tu n'es pas à la hauteur. Mais le pouvoir véritable se pense dans la durée. Machiavel écrivait pour un prince qui voulait maintenir son état, pas seulement le conquérir dans un éclair de gloire. Ton pouvoir à toi, il se construit dans la persistance. Dans la capacité à être encore là demain, après les échecs, après les doutes. Après les moments où tu as effectivement senti que tu naviguais à vue. L'écrivain et philosophe Simone de Beauvoir parlait de la liberté comme d'un projet qui se déploie dans le temps, une transcendance perpétuelle. Tu n'es pas une essence figée, imposteur, ou génie. Tu es un devenir. Tu es un projet en cours. Chaque jour, tu as l'occasion de réécrire le script, d'ajouter une ligne, de corriger une réplique. Le sentiment d'imposture voudrait te figer dans une identité honteuse. Le pouvoir véritable consiste à reprendre la plume et à continuer d'écrire, en sachant que l'histoire n'est pas finie, que le personnage évolue, et que tes actes présents sont en train de sculpter ta légitimité future. Alors, concrètement, dans le frisson du quotidien, que faire? Quand la main glacée se resserre sur ton estomac, quand la voix murmure que tu vas échouer, que tu ne mérites pas ta place, premièrement, respire. Sérieusement. Prends une respiration longue et profonde. Cela ne semble pas machiavélien? Détrompe-toi. C'est le premier acte de reprise de contrôle sur ton propre corps, ta forteresse la plus immédiate. Ensuite, nomme la chose. Dis silencieusement, ah, voilà la peur de l'imposteur. Elle est là. En la nommant, tu la fais passer du statut de vérité absolue à celui d'invité, d'émotion passagère. Tu la reconnais sans lui donner raison. Ensuite, pose-toi cette question, non pas avec anxiété, mais avec la curiosité d'un stratège, quel est le pire qui puisse réalistement arriver si je fais ce que j'ai à faire? Très souvent, le pire n'est pas la mort sociale ou professionnelle, mais un moment d'inconfort, un feedback critique, une tâche à reprendre. Des choses désagréables, certes, mais surmontables. C'est là que ta vertu entre en jeu, ta capacité à endurer l'inconfort pour un gain plus grand. Enfin, recentre-toi sur l'action, pas sur l'identité. Ne te demande pas, suis-je un imposteur? Demande-toi, quelle est la prochaine action, la plus petite et la plus utile, que je peux poser maintenant? Focalise ton esprit sur le geste, sur la tâche. L'action est le terreau dans lequel la confiance réelle, et non l'illusion de confiance, peut pousser. Ce chemin, il n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort, ancré, maître de ton image et de ton destin. Et il y aura des jours où la vieille anxiété reviendra, comme une marée haute. C'est normal. L'enjeu n'est pas d'éradiquer le doute, mais de changer ta relation avec lui. D'en faire un conseiller dont tu écoutes le message, attention, cette situation est importante pour toi, mais dont tu ne suis pas aveuglément les ordres catastrophistes. C'est cela, la maîtrise de soi ultime. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de chevaucher l'émotion comme un cavalier chevauche un cheval fougueux, en utilisant son énergie pour aller quelque part, sans se laisser désarçonner. Nous approchons de la fin de notre conversation. J'espère que tu sens déjà une différence, ne serait-ce qu'une petite fissure dans le mur de la certitude négative que tu pouvais avoir sur toi-même. Parce qu'au-delà de toutes les tactiques, de toutes les observations lucides, il y a une vérité plus simple, plus humaine. Tu existes. Tu es ici. Tu as traversé des épreuves, tu as appris des choses, tu as des compétences, tu as une perspective unique. Cela, personne ne peut te le prendre. Même les jours où tu n'y crois pas, c'est un fait. Ton pouvoir véritable ne commence pas quand tu auras enfin chassé ce sentiment d'imposture. Il commence maintenant, dans l'acceptation que ce sentiment fait partie du paysage, et que tu peux, malgré lui, ou même en l'utilisant comme un aiguillon, avancer. Avancer avec la lucidité de celui qui connaît les règles du jeu social. Avancer avec le courage de celui qui a décidé de s'accorder sa propre légitimité. Avancer en étant à la fois l'acteur et le metteur en scène de ta propre vie. C'est un pouvoir calme. Un pouvoir résilient. Un pouvoir qui ne crie pas, mais qui agit. Et ce pouvoir, il t'attend. Il a toujours été là, sous les couches de doute. Alors, la prochaine fois que la voix murmure, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi que tu n'es pas en train de tromper le monde. Tu es en train d'apprendre à le naviguer, avec une intelligence et une conscience accrues. Et cela, c'est la marque des plus grands artisans de leur propre destin. Si ce voyage intime t'a parlé, si tu sens que ces perspectives peuvent éclairer d'autres aspects de ta vie,
Alors je t'invite vraiment à rester connecté. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations. Active la cloche de notification, parce que nous allons continuer à déplier ces fils, à parler de courage, d'influence, de sérénité, toujours avec cette même approche humaine et profonde. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre à sortir de sa spirale de doute. Et dans les commentaires, dis-moi simplement, quelle est la première petite forteresse, le premier micro-dominion, que tu vas commencer à gouverner dès demain. Parce que la communauté qui se forme ici, c'est celle des architectes discrets de leur propre pouvoir. Je suis heureux que tu en fasses partie. Prends soin de toi. Et à très bientôt.